Bon retour parmi nous. Nous sommes rejoints par le lieutenant-colonel Daniel Davis, vétéran de combat à 4 reprises et animateur de la très populaire émission YouTube Daniel Davis Deep Dive. Je laisserai un lien dans la description. Merci d'être revenu parmi nous. Nous avons parlé il y a seulement quelques jours. Vous avertissiez que cette guerre approchait. Et malheureusement, vous aviez encore une fois raison. Mais maintenant que la guerre dure depuis 2 jours, elle ne semble pas se dérouler comme prévu. J'imagine que toutes les parties doivent sauver les apparences et revendiquer des succès dans n'importe quelle guerre. Mais au cours des 2 derniers jours, nous avons vu beaucoup de chaos et il est difficile de penser que cela faisait partie du plan. Voyez-vous une erreur de calcul stratégique de la part des États-Unis ou s'agissait-il d'un coût qu'ils étaient prêts à assumer? C'est une grave erreur de calcul, mais malheureusement, c'en était une qui était évidente avant même que cela ne commence. Tous les signes étaient là. Tu as mentionné que j'avais vu venir la situation et que je l'avais annoncé. Franchement, ce n'était pas très difficile pour moi, car les signes que nous avions reçus montraient clairement que, sauf un revirement de dernière minute de Trump, ce qui restait toujours possible, je gardais toujours une petite marge pour cette éventualité. Mais d'après les mouvements de matériel et d'équipement militaire, les déclarations faites et la position des forces, cela me paraissait évident. Parce que j'ai déjà vécu cela, je l'ai vu une fois, enfin 2 fois en réalité, en tant que membre des forces armées observant exactement le même type de montée en puissance aux États-Unis. L'une des raisons pour lesquelles j'étais si sûr de moi en annonçant la guerre russe lorsqu'elle a éclaté en 2022, c'est que, souvenez-vous, la plupart des gens pensaient « Oh, ce ne sera qu'un autre déploiement. Les Russes ne vont pas vraiment le faire. Ils ne font que fanfaronner. » Mais j'ai dit non, celle-ci est fondamentalement différente, pour les mêmes raisons que les 2 autres que j'avais déjà vues. Et maintenant, on peut voir comment cela s'est déroulé en observant le type de force que la Russie avait rassemblé. Ce n'était pas seulement des forces de démonstration. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, avec tous les moyens de soutien. Ils avaient la logistique, le soutien médical, tout ce qu'il faut pour maintenir des opérations de combat. Tout était acheminé vers l'avant, exactement comme ce que j'ai moi-même vécu lorsque je faisais partie d'une force en déploiement. C'est pourquoi j'ai dit non, c'est quelque chose qui est prépositionné pour être utilisé. Et j'avais déjà beaucoup écrit à ce sujet avant l'affaire. Donc vous savez, on ne pouvait pas revenir en disant « Eh bien, tu l'as dit plus tard ». Mais c'est pour ça que j'étais si confiant à propos de celle-ci, pour les mêmes raisons. C'était la logistique aérienne, les capacités de ravitaillement, les C-17, les transports C-5, leur nombre énorme, environ 50% de tout notre inventaire. Et puis bien sûr, le grand nombre de chasseurs, les groupes aéronavals, tout cela. Quand on regarde tout ça, on se dit non, c'est conçu pour être utilisé. Ce n'est pas de la pression. Ce n'est pas une tentative de convaincre qui que ce soit d'atteindre un résultat, parce qu'il l'avait déjà fait. C'était en quelque sorte l'élément clé pour moi, ce qui m'a convaincu que l'Iran était déjà disposé à entamer une négociation. En réalité, je pense que l'histoire retiendra que s'il y a eu un moment central où notre échec a été confirmé, c'était la veille, lorsque le ministre des Affaires étrangères d'Oman, je crois que c'était un vendredi soir, est passé sur CBS News et a déclaré qu'il s'était mis d'accord avec le négociateur iranien pour présenter certaines propositions, modifications et concessions profondes qu'il souhaitait dans l'accord nucléaire. Ils ont dit qu'ils ne feraient aucun retraitement, 0, alors qu'ils avaient auparavant affirmé que ce sujet n'était même pas sur la table. Ensuite, ils ont ajouté qu'ils se débarrasseraient également de leur stock. Et enfin, ils ont indiqué qu'étaient au moins sur la table les missiles à longue portée et les forces par procuration, sujet qui n'avait jusque-là même pas été abordé.
Ils ont dit, nous ferons cela plus tard, mais commençons par la partie nucléaire. C'était une occasion en or pour l'administration Trump. Si c'est ce qu'il voulait, il l'avait entre les mains. Et lorsqu'il a attaqué le lendemain matin, cela a rendu très clair que rien de tout cela n'avait jamais eu à voir avec des négociations. Il s'agissait toujours de guerre. Eh bien maintenant, nous sommes dans une situation où nous avons lancé quelque chose que nous ne pouvons pas terminer. Et je ne me souviens plus, peut-être est-ce ce dont toi et moi avons parlé la dernière fois, mais ma grande frustration, c'est que c'est une guerre que tu ne peux pas gagner. Tu fixes des objectifs militaires inatteignables. Et lorsque le président Trump est apparu tôt ce samedi matin à Mar-a-Lago, il a exposé tous les objectifs de cette opération. Et j'étais simplement mal à l'aise, parce que je me disais que, à moins que le camp iranien ne fasse quelque chose d'inattendu et ne s'effondre de peur ou pour une autre raison, il n'y avait aucun moyen d'atteindre ces objectifs. Si leur détermination reste ferme, et ils avaient déjà compris à l'avance que cela leur coûterait très cher, ils avaient néanmoins calculé, comme l'avait rapporté le New York Times quelques jours plus tôt, que faire la guerre aux États-Unis était moins risqué que de leur céder. C'était encore une fois un autre signe qu'ils avaient pris la décision d'y aller. Et jusqu'à présent, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et ils en paient le prix. Et il ne fait aucun doute qu'il y a eu une destruction profonde de leurs forces armées, de leurs hauts dirigeants, bien sûr, tant politiques que militaires, et leur infrastructure militaire a clairement subi de lourds dégâts. Mais je suis presque sûr que toi et moi en avons déjà parlé. Ils disposent de ces installations souterraines à travers tout le pays, et ils ont la capacité de résister à une grande partie de cela pendant une période prolongée. Mais nous, non. C'est là le problème essentiel. J'ai dit que nous avions peut-être 4 ou 5 jours de vol à haute intensité. Peut-être pourrions-nous prolonger cela jusqu'à 2 semaines si nous faisions preuve de prudence dans l'utilisation. Mais ensuite, si l'autre camp ne capitule pas, nous sommes dans une situation vraiment difficile. Et c'est précisément là que nous en sommes, semble-t-il. Des rapports publiés au cours des dernières heures indiquent que le président Trump aurait déclaré « Eh, peut-être qu'on peut avoir un cessez-le-feu. Il me le demande. » Ce qui est forcément complètement faux. Il est impossible qu'il le demande. Pas maintenant. Pas après que leur ayatollah a été assassiné. La dernière chose qu'il ferait serait d'accepter un cessez-le-feu dans ces conditions. Sinon, il aurait été emmené dans un lieu sécurisé. Les preuves suggèrent qu'il savait qu'il allait être assassiné, et je pense qu'il a volontairement sacrifié sa vie pour être utilisé comme martyr, car il n'est pas allé dans un endroit protégé. Il est resté là où tout le monde savait que se trouvait son complexe. Donc lorsque la frappe a eu lieu, il a été tué. C'est ce qu'il semble s'être passé, intentionnellement. Et maintenant, ce résultat semble créer une situation où il ne fait pas trembler l'épine dorsale, mais consolide en réalité le soutien au régime. Et dans tout le monde chiite, de nombreuses manifestations ont lieu en soutien au camp iranien en raison du sacrifice de l'ayatollah. Donc je pense que cela a été une profonde, dire erreur de calcul paraît presque trop faible, car cela suppose que l'on pensait que cela pourrait être bénéfique. Mais on s'est fondé sur l'idée que cela allait fonctionner, et ce n'a pas été le cas. C'était bien connu à l'avance, à moins que l'autre camp n'abandonne, ce que tout le monde disait qu'il ne ferait pas, et malgré cela, on a continué. C'était une erreur profonde. Donc oui, je pense que c'est une grave erreur d'appréciation. Eh bien, il ne semblait pas avoir prévu que l'Iran attaquerait des bases dans toute la région. Le Qatar, les Émirats arabes unis
Bahreïn, Oman, le Koweït, l'Irak, la Jordanie, l'Arabie saoudite et évidemment Israël. Mais aussi, comme tu l'as dit, après avoir tué Khamenei, il est très étrange qu'ils aient pensé que le gouvernement s'effondrerait. Dans la culture chiite, le martyr est profondément enraciné. C'est quelque chose qui, comme tu l'as dit, peut soit les enflammer, soit les souder. Et dans tout le monde chiite, les communautés chiites d'Irak, du Pakistan, de Bahreïn, tous descendent dans la rue pour soutenir l'Iran, compte tenu de cette attaque et de la mort de leur chef religieux. Et j'ai vu Trump prononcer un discours à l'instant où il affirmait que l'armée iranienne devrait déposer les armes et que les civils devraient descendre dans la rue. Pense-t-il vraiment que c'est ce qui va se passer maintenant? Je le pense vraiment. Je crois qu'il y croit sincèrement. Dans son esprit, tu sais comment les gens projettent souvent leurs propres valeurs. Quelles que soient tes convictions et ce que tu ferais dans une situation donnée, tu projettes simplement cela sur un autre acteur. Et je pense que c'est ce qu'il a fait parce qu'il se dit, oui, si j'étais à cette place et que quelqu'un de plus fort arrivait, commençait à me bombarder, à tuer des gens, j'abandonnerais. Je dirais juste, d'accord, allons-y. Donc c'est ce qui va se passer. Et ensuite il se dit, c'est un peu ce qui s'est passé avec tous ces hors-bords. J'ai tué plein de gens, tout fait exploser, et personne n'a réagi. J'ai capturé le dirigeant d'un autre pays, au Venezuela, et rien ne s'est passé. Ils se sont simplement couchés, toute la direction du Venezuela. Il suffit de montrer à quel point tu es dur, et ils se soumettent. Et je pense que c'est ce qu'ils croyaient qui se produirait ici, sans reconnaître les différences radicales et profondes entre le Venezuela et le pays chiite qu'est l'Iran, comme tu l'as souligné. Je pense donc que c'était une grosse erreur de calcul. Je dirais que le seul domaine où je n'ai pas bien anticipé les choses, c'est celui-ci. L'Iran avait déclaré qu'il attaquerait les bases de tous les pays où l'Amérique était présente dans la région. Nous avons pris cela au sérieux et renforcé considérablement les défenses aériennes. Mais je n'avais pas imaginé qu'ils attaqueraient, dès le départ, aussi les secteurs civils de ces pays. Il me semble que leur message était « Et vous là-bas, nous souffrons des États-Unis, depuis 2010 d'Israël, puis à partir de l'assassinat de Soleimani par les États-Unis en 2019, nous avons été frappés sans relâche. Et vous, vous les protégez. Vous installez ces bases et ils les utilisent contre nous. Alors il est temps que vous ressentiez un peu de douleur, vous aussi. » On dirait que c'est un peu ce qu'ils ont dit, une sorte de grand « allez vous faire voir » en quelque sorte. Et il y a eu de très grosses frappes. Je pensais qu'ils ne feraient pas ça, qu'ils essaieraient plutôt de dire « Hé, ne prenez pas de mesures contre nous, c'est seulement contre les États-Unis. » Mais on dirait qu'ils disent « J'en ai juste marre de me faire marcher dessus. » Ce qui est un autre signe, et la raison pour laquelle j'en parle, c'est que ça montre qu'ils sont totalement engagés dans cette affaire. En gros, ils disent « Écoutez, on va même frapper d'autres régimes de la région pour voir si on peut faire souffrir les États-Unis, Israël et leur soutien dans la région. Ils vont commencer à souffrir jusqu'à ce que tout le monde recule. Et alors peut-être que nous aussi. Peut-être qu'ils négocieront plus tard. Mais je ne pense pas qu'ils le feront tout de suite.